Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 22h de Télé Djibouti. Voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État a présidé ce matin la 10e séance du Conseil des ministres. 8 questions ont été examinées et approuvées. Le compte-rendu nous sera fait par le porte-parole du gouvernement en ce début de journal. Et vous suivrez également dans ce journal un extrait d'un film documentaire portant sur les réalisations du pays sous le leadership du président de la République. Et en Ukraine, les ports étant soumis à un blocus du fait de la guerre, il est impossible de faire sortir du pays les millions de tonnes de céréales stockées. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement a eu lieu ce mardi 21 juin. La 10e séance du Conseil des ministres ont été examinées et approuvées 8 questions. Le compte-rendu nous est fait par le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 10e séance du Conseil des ministres en ce mardi 21 juin 2022. Était inscrite à l'ordre du jour cette question. Première question est relative à un projet de loi portant réorganisation de l'inspection générale des finances. L'inspection générale des finances a été créée par la loi numéro 151 de l'année 1997 et modifiée par la loi numéro 160 de l'année 2012, 6e législature, portant réorganisation du ministère de l'économie et des finances en charge de l'industrie et de la planification. Or, entre-temps, plusieurs normes d'audit, d'enquête et d'investigation sont apparues pour transformer en profondeur l'exercice des 3 métiers. Désormais, l'audit interne porte sur la gestion des risques, le contrôle interne, la gouvernance d'entreprise et la conformité. Il convient donc de recentrer la fonction d'audit interne, souvent confondue avec la détection des fraudes, des abus, des gaspillages et de la corruption, et ainsi de ne plus considérer l'audit comme un exercice de répression et de sanction. Cependant, la fonction d'enquête et d'investigation différente de l'audit interne continue de relever des compétences de l'inspection générale des finances et couvre la prévention, la détection, la dissuasion des fraudes, des abus, des gaspillages et des actes de corruption. Celle-ci s'est professionnalisée autour d'un modus operandi, de stratégies et de politiques de prévention et requiert des techniques de plus en plus sophistiquées, la maîtrise de clignotants, de modèles et techniques d'investigation, de maîtrise des risques, des fraudes, etc. Enfin, le 3e pilier de la mission de l'inspection générale des finances, en l'occurrence l'évaluation des politiques, des programmes et des projets publics internes, des investigations et détection de la fraude, notamment le mérite des projets et programmes, leurs effets et leurs impacts. Aussi, les 3 fonctions d'audit, d'enquête et d'investigation et enfin d'évaluation sont-elles clairement définies par la nouvelle législation proposée par le ministère de l'Économie, notamment le projet de loi sur l'audit interne et le présent projet de loi sur l'inspection générale des finances. Désormais, l'inspection générale des finances, modernisée dans l'exercice de ses fonctions, se réfère à la loi sur l'audit interne, à la charte d'audit et de vérification interne, au code de déontologie, aux normes et directives issues de l'unité d'harmonisation et de normalisation d'audit et des vérifications internes. À cet égard, l'inspecteur général des finances ou son représentant siège à l'unité précitée. La deuxième question concerne un projet de décret portant organisation et fonctionnement du secrétariat exécutif chargé du portefeuille de l'État. Le présent texte s'insère dans le contexte plus large de réforme des instruments de politique économique publique. Le législateur a déjà adopté le Code de la bonne gouvernance des entreprises publiques et les lois portant régime juridique des entreprises publiques d'une part et des établissements publics administratifs d'autre part. Le besoin s'est fait ressentir de réformer l'organe de l'administration en charge de la mise en œuvre du nouveau cadre législatif. C'est ainsi qu'un secrétariat exécutif chargé du portefeuille de l'État a été créé par la loi numéro 134 de l'année 2021, 8e législature, portant modalités et conditions de cession des participations de l'État dans le capital des entreprises publiques. Le présent décret a donc pour objet principal de définir les missions, l'organisation et le fonctionnement du secrétariat exécutif chargé du portefeuille de l'État. Le périmètre d'action du secrétariat exécutif couvre toutes les entreprises
dans lesquels l'État détient une participation. Tous les établissements publics à caractère administratif d'une part et à caractère industriel et commercial d'autre part, et les entreprises bénéficiant de la garantie de l'État. Le secrétariat exécutif est placé sous l'autorité du ministre chargé du portefeuille de l'État. Il comportera, en plus du secrétaire exécutif, 3 directions responsables de la stratégie de développement des entreprises et établissements publics, des participations et de la privatisation, du contrôle, suivi et de la veille des entreprises et établissements publics. La 3e question concerne un projet de loi portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation. À l'heure de la 4e révolution en cours, notre pays, au travers de la volonté politique exprimée par le chef de l'État, entend se positionner et prendre pleinement part à la révolution digitale. Cette volonté s'est concrétisée par la création d'un nouveau ministère qui fait son entrée au gouvernement. Il s'agit donc du ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation. La feuille de route présidentielle en matière de digital building s'articule autour du développement des services publics numériques, leur interopérabilité et intégration, ainsi que la mise en place, avec les autorités et les organismes concernés, d'une modernisation en profondeur de notre administration et ses interactions internes et externes. Le ministère entend être le poumon qui accompagnera la transformation numérique de nos services, de e-santé à la biométrie, en passant par l'éclosion d'un écosystème du numérique. Et donc, en sa qualité d'acteur institutionnel, il structure l'écosystème du digital et fera émerger de véritables opérateurs dans l'économie numérique. Parmi les missions du ministère délégué chargé de l'économie numérique, il y a la promotion de l'administration digitale, la mise en place d'un cadre normatif, la réduction de la fracture numérique et la garantie d'une inclusion digitale responsable et durable. Le ministère entend aussi répondre de manière globale et concrète à la réussite des systèmes d'information de l'État. Il s'agira par ailleurs de promouvoir et d'encourager l'entrepreneuriat et l'innovation dans le secteur du numérique, de diffuser des outils numériques et leur usage. La 4e question est relative à un projet d'arrêté accordant le changement de nom de l'Académie arabe pour les sciences financières et bancaires. Ce projet d'arrêté vise à accorder à l'Académie arabe pour les sciences financières et bancaires, suite à sa demande, son changement de nom qui deviendrait l'Académie arabe pour les sciences administratives, financières et bancaires. La 5e question concerne un projet d'arrêté accordant le changement de nom du Centre de formation et de développement. Le projet d'arrêté vise à accorder au Centre de formation et de développement, suite à sa demande, son changement de nom qui deviendrait l'Académie des sciences et des technologies industrielles. La 6e question concerne un projet de décret portant nomination. Monsieur Awale Ousmane Jama est nommé au poste de directeur général par intérim de l'Agence djiboutienne des normes et de la qualité au ministère du Commerce. Monsieur Abdrahman Younis Arre, président du Conseil régional de Dikil, est nommé conseiller technique du Premier ministre. Et monsieur Omar Ahmed Ouaïs, président du Conseil régional d'Ali Sabié, est également nommé conseiller technique du Premier ministre. En fin de séance, le chef de l'État a fait un exposé sur le projet qu'il a initié, à savoir la construction d'un bâtiment du mémorial de l'époque coloniale. Ce bâtiment, situé au niveau de la commune de Balbala, se situe au niveau du barrage de Balbala qui, à l'époque coloniale, empêchait les personnes, les Djiboutiens, de venir vers la capitale. Et dans ce mémorial, il y aura certainement des archives coloniales, une bibliothèque et surtout une mémoire qui doit être préservée. Et cette mémoire va rappeler un petit peu toutes les souffrances que nos populations ont endurées à l'époque coloniale. Bonne fête de l'indépendance. Et voici à présent un film documentaire portant sur les réalisations de notre pays sous le leadership du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Connaissez-vous Djibouti? La question se posait en ce jour de juin 1977, quand le colonisateur français replia son drapeau pour céder la place à celui de la jeune République. Oui,
Comment pouvait-on être djiboutien, citoyen d'une nation aussi démunie qu'improbable, objet dès sa naissance des convoitises de ses voisins, vigie aride et éphémère, posé comme un confetti d'empire sur les rives du détroit de Bab el-Mandeb. 45 ans plus tard, la question ne se pose plus. Djibouti est aujourd'hui un pôle solide de stabilité au cœur d'une région tourmentée, ouvert au grand vent de la mondialisation et qui a su faire de son exceptionnelle situation géopolitique au carrefour de l'une des artères maritimes vitales de la planète, un avant-poste de la lutte contre le terrorisme et un modèle régional de développement économique et social. Encore fallait-il pour cela apprendre aux Djiboutiens à vivre ensemble, au-delà des déchirements communautaires. Encore fallait-il mener contre la pauvreté, l'analphabétisme et les maladies un combat de chaque jour et qui est loin d'être achevé. Encore fallait-il savoir rêver plus grand, au-delà des limites de la géographie, afin d'inscrire Djibouti et son million de citoyens sur la carte du monde et les chemins de la prospérité partagée. Comme vous allez le voir, être un petit pays n'empêche nullement de nourrir de grandes ambitions. Et quel meilleur guide pouvions-nous choisir pour nous l'expliquer que celui qui l'incarne depuis 23 ans, le président Ismaël Omar Guelleh lui-même. Et vous suivrez l'intégralité de ce documentaire le samedi 25 juin en français, en arabe, en afar et en somali. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed El-Roble, et la chargée du bureau du FNUAP à Djibouti, Acha Jama, ont co-présidé le lancement d'un atelier sur l'élaboration de la politique pharmaceutique nationale. La représentante de l'OMS, le représentant de l'ONU-SIDA, la représentante du PNUD, les cadres et les professionnels des secteurs de la santé, les représentants des pharmacies privées du pays ont participé à cet atelier. L'accent a été mis sur l'importance du médicament en tant que produit stratégique en matière de santé publique et du rôle qui incombe aux autorités sanitaires qui doivent donc garantir en permanence son efficacité et sa qualité. Écoutez la chargée du bureau du FNUAP à Djibouti, Mme Acha Jama Ibrahim. C'est une mission d'envergure et qui va se poursuivre d'ici la fin de l'année et qui, il y aura beaucoup de choses qui, Monsieur Dr Amin nous l'a présenté, je crois que je ne vais pas reprendre ce qui a été présenté, donc ça va toucher plusieurs niveaux, l'aspect normatif, ça va finir jusqu'à la chaîne d'approvisionnement, donc vraiment c'est quelque chose qui va couvrir tout l'aspect des médicaments. Moi, ce que je veux dire ici, vraiment que le FNUAP réitère son engagement et son appui, et je pense que là, Monsieur le ministre, je peux vous assurer que d'ici, avant la fin de l'année, nous pourrons avoir cette politique qui pourra être, je crois, comment dire, une grande réalisation. J'aime bien le terme achievement, c'est comme si, c'est-à-dire d'atteindre quelque chose d'aussi important pour notre pays. Et prenant la parole à son tour, le ministre de la Santé a indiqué que le médicament constitue un produit stratégique en matière de santé publique et les autorités sanitaires doivent garantir en permanence son efficacité et sa sécurité d'emploi. On l'écoute. Je suis convaincu que cet atelier permettra à l'ensemble des participants ici présents de débattre et de réfléchir sur les problématiques, les goulots d'étranglement, les insuffisances qui touchent les secteurs pharmaceutiques afin de mettre en place une politique nationale. Ainsi, ceci va permettre de propulser une nouvelle dynamique positive dans ce secteur vital pour notre pays, une réponse globale aux nombreux problèmes liés à l'approvisionnement, à la gestion des médicaments et des intrants. Comme vous le savez, nous importons 100% de nos médicaments. Nous faisons face à des défis importants d'approvisionnement. Ces défis ou ces difficultés d'approvisionnement sont liées à des problèmes que vous connaissez, à des problèmes de logistique qui font suite au Covid-19. C'est vous dire tout l'intérêt que nous portons à vos travaux et vous signifier que nous sommes extrêmement
attentif aux recommandations auxquelles vous parviendrez. Mesdames et messieurs, le gouvernement djiboutien, à travers mon département, attache une importance capitale à l'élaboration donc de cette politique pour une meilleure gestion des médicaments et des intrants sur l'ensemble du territoire national. Et ceci va constituer, et c'était un slogan donc, de la présentation donc, qui m'a précédé, c'est une composante essentielle de la politique de santé. Parallèlement donc, à l'élaboration de cette politique, nous sommes en train de travailler sur la liste des médicaments essentiels qui sera bientôt, Inch'Allah, actualisée. Nous sommes également en train de travailler et de réfléchir sur comment mettre en place le code de laboratoire et des pharmacies. Sous l'égide du ministère de l'Intérieur, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, en collaboration avec l'ONARS, a célébré hier la journée mondiale du réfugié au village de Ali Adé, situé dans la région d'Ali Sabieh. Le ministre de l'Intérieur, accompagné du coordinateur résident du système des Nations Unies, du représentant du HCR et de la représentante du PAM, ainsi que du secrétaire exécutif de l'ONARS, a été accueilli par les autorités régionales. La journée mondiale du réfugié est une journée pour honorer le courage, la force et les contributions des millions de personnes à travers le monde qui ont été forcées de fuir leur foyer en raison de la violence, de la guerre ou de la persécution. Elle nous rappelle qu'avec l'aide de la communauté internationale et des communautés hôtes, les réfugiés et demandeurs d'asile peuvent reconstruire leur vie, tisser des liens et même prospérer. Chacun, partout, tout le temps, et toute personne a droit à la sécurité. Tel a été le thème retenu cette année. Djibouti accueille, on le rappelle, plus de 35 000 réfugiés et demandeurs d'asile qui vivent en parfaite harmonie avec les communautés hôtes. La cérémonie a été clôturée par des remises de récompenses. Permettez-moi tous de vous souhaiter la bienvenue à Ali Adé. Aujourd'hui, c'est Journée mondiale des réfugiés. Il y a toutes les communautés de la Corne d'Afrique, même il y a les Arabes de Yémen, qui vous attendent ici aujourd'hui pour faire la fête des réfugiés. Il y a les Somaliens, les Éthiopiens, les Érythréens. Nous, on a changé le nom. Aujourd'hui, c'est la fête au village d'Ali Adé. Il n'y a plus de réfugiés, toutes les communautés de la Corne d'Afrique, avec la population haute, on dit que c'est la fête au village d'Ali Adé. Écoutons un extrait de l'intervention du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Dalar, lors de cette cérémonie. Ce village est le berceau et le creuset de l'humanité et du sens de l'hospitalité si légendaire chez nous, les Djiboutiens. Car c'est dans cette région que nous avons accueilli les premiers flots de personnes fuyant la guerre éthio-somalienne. Cette année, nous célébrons, comme le reste du monde, la journée mondiale des réfugiés sous le thème « Le droit de demander l'asile ». Cette journée mondiale dédiée aux réfugiés est l'occasion pour nous tous de nous incliner et de montrer respect et humanité devant toutes les souffrances, les drames et les cataclysmes qui malheureusement font partie de notre vie ici-bas. En cette date du 20 juin, nous prenons ensemble le temps de montrer du respect au courage et à la persévérance de formidables personnes qui montrent une force de résilience après des drames et des conflits, voire même l'hostilité et la persécution dans leur pays. Nous sommes heureux de favoriser une plus forte reconnaissance et plus d'empathie dans le sort des réfugiés. La République de Djibouti est un acteur majeur dans le respect et la promotion de ce droit à l'asile sous l'impulsion du président de la République de son
son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, le gouvernement a mis en place un arsenal législatif pour garantir la protection et la promotion des droits des réfugiés. Sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, l'ONAS assure le travail de soutien matériel et humain aux réfugiés dans les villages de Holol, en Markazi et ici, même dans ces hauts lieux et cette maison mère des réfugiés à Djibouti. Et voici à présent le mot du représentant du HCR à Djibouti. La journée mondiale du réfugié, c'est une journée pour honorer le courage, la force et les contributions de millions de personnes à travers le monde. Ces personnes qui ont été forcées de fuir leur foyer en raison de la violence, de la guerre ou de la persécution. Elles nous rappellent qu'avec l'aide de la communauté internationale, qu'avec l'aide des communautés hôtes, les réfugiés et demandeurs d'asile peuvent reconstruire leur vie, tisser des liens et même prospérer. Le thème de cette journée pour cette édition de juin 2022 est « Chacun, partout, tout le temps, toute personne a droit à la sécurité ». Et comme nous l'avons souligné tout à l'heure, la sécurité à Djibouti, elle est assurée. Récemment, nous avons franchi une étape. Le nombre de personnes contraintes de fuir leur ménage a franchi le seuil de 100 millions pour la première fois dans le monde. La guerre en Ukraine à elle seule a déplacé 7,3 millions de personnes vers l'extérieur des frontières. La région de l'Afrique de l'Est, de la Corne de l'Afrique et des Grands Lacs abrite à elle seule 4,9 millions de réfugiés et demandeurs d'asile, dont, comme vous le savez bien, Djibouti compte 35 000 réfugiés et demandeurs d'asile. Écoutons cette fois un extrait du discours du ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan. À l'instar du monde entier, la République de Djibouti célèbre aujourd'hui la Journée mondiale des réfugiés. Cette année, la fête est placée sur le thème de la sécurité, eu égard au contexte international et régional particulièrement tourmenté. Le slogan qui a été retenu cette année est le suivant: chacun, partout, tout le temps, toute personne a droit à la sécurité. Ce slogan nous renvoie vers l'impérieuse nécessité de garantir la sécurité à toute personne forcée de quitter son pays d'origine. C'est une responsabilité collective pour la communauté internationale. Une fois en sécurité, ces réfugiés ont droit à un accès sans restriction aux soins de santé, à la formation, aux activités génératrices de travail et plus généralement à l'épanouissement. Et ce, conformément à la Convention relative au statut des réfugiés et au Pacte mondial sur les réfugiés. Ces personnes doivent bénéficier dans leur pays d'accueil d'une intégration bien ciblée ou, pour les cas les plus vulnérables, de réinstallation dans un pays tiers. La République de Djibouti, qui accueille un ratio particulièrement élevé de réfugiés par rapport à sa démographie, doit être inscrit parmi les pays prioritaires dans ce devoir de solidarité nationale. En cette journée mondiale aux réfugiés, dédiée aux réfugiés, je rappelle que le gouvernement de Djibouti poursuivra ses engagements envers les réfugiés pour dégager des solutions pérennes, ici, en République Djibouti ou dans les pays d'origine, avec un programme de retour volontaire.
Dans l'actualité également, les ateliers nationaux de réflexion sur la transformation de l'éducation se sont poursuivis ce matin au Palais du Peuple. Les participants ont travaillé sur les 5 thèmes à l'ordre du jour, à savoir le rétablissement de l'éducation post-Covid, la réinvention de l'éducation pour le XXIe siècle, le financement public durable de l'éducation, le renforcement des indicateurs nationaux et enfin les jeunes acteurs et bénéficiaires de la transformation de l'éducation. Les groupes de réflexion ont étudié sous toutes les coutures, chacune, des thématiques à l'ordre du jour, la pandémie de Covid-19 ayant sévèrement handicapé les systèmes éducatifs durant les 2 dernières années. Il aura fallu réfléchir à des solutions pour rattraper les retards et les lacunes accumulées durant ces périodes de troubles sanitaires qui ont ébranlé les fondamentaux de l'école. Notant la forte implication des jeunes universitaires et des jeunes lycéens qui ont été associés à ces travaux. Ceux-ci ont eu à cœur d'influer sur les solutions proposées dans chaque segment de l'éducation. Les chefs de groupe thématiques ont pris en considération l'ensemble des idées et des opinions exprimées lors de ces travaux en atelier. Dans le cadre de la célébration des festivités du 45e anniversaire de l'indépendance, le ministère de la Jeunesse, en collaboration avec la mairie, a organisé une soirée d'animation culturelle et musicale en face de l'hôpital Bouffard. Des chants patriotiques ont été joués lors de cette soirée par nos artistes avec la forte participation des habitants de la commune de Blaze. Autre soirée musicale dans le cadre des festivités de ce 45e anniversaire de la fête nationale. Cette fois, c'est les habitants de la commune de Balbala qui ont célébré avec des chants et poèmes patriotiques dans le quartier du PK12. Les habitants de la commune, venus de tous les quartiers, ont pu suivre les animations de cette soirée organisée par le ministère de la Jeunesse et la Culture en collaboration avec la mairie de Djibouti. Cette soirée a vu la présence de nombreux officiels.
hadalka kugu guhadsho akhira kugu hayayshaye imisu geesiyaal dunida ka hayayshay نايدا زبادة مدرسة الجبالك الدنوعير للنسب بالنسيع. Nous sommes le 21 juin 2022, la semaine nationale de l'indépendance est donc lancée et pour commémorer cette semaine, le secrétariat d'État chargé des sports en collaboration avec les fédérations sportives a organisé une myriade d'activités sportives auxquelles ont participé les jeunes issus des différents quartiers de la capitale et des régions. Les organisateurs ont mis en œuvre le programme préparé, à savoir le tournoi des jeux d'échecs, de take-ball, le tennis de table ainsi que le cyclisme et a regroupé une centaine de jeunes de toutes catégories. Pour le lancement, les compétitions programmées se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Il faut noter que la veille du 27 juin, qui sonne la fin des compétitions, en plus des finales, une cérémonie de remise de récompenses sera organisée. C'est une semaine sportive qui est dédiée pour la célébration du 45e anniversaire de notre cher pays. Et je voulais souligner que lors de la quête pour l'indépendance, les sportifs étaient au premier rang. Les associations des quartiers de proximité qui militaient pour l'indépendance, le leader c'était des sportifs. Et c'est pourquoi nous avons voulu organiser un ensemble d'activités sportives, à commencer par un tournoi de take-ball, un tournoi de tennis, un tournoi de volleyball, un tournoi de jeux d'échecs et également une course de cyclisme. Et nous allons également clôturer cette semaine par une marche dédiée pour les martyrs qui sont tombés pour l'indépendance. Donc nous voulons témoigner tout d'abord l'implication, la volonté, l'abnégation des sportifs dans la lutte pour l'indépendance, mais également nous voulons honorer les Djiboutiens et Djiboutiennes qui sont tombés pour l'indépendance, nos martyrs. Et c'est pourquoi, à travers ces festivités sportives humbles, nous voulons leur dire ô combien on les remercie et ô combien on se rappelle de... À la une également, le port polyvalent de Doralé, le GMP a accueilli aujourd'hui un navire. Il s'agit du navire Azul Ace de type véhicule carrière, donc, qui a été construit en 2021 de la ligne maritime MOL et qui navigue actuellement sous le pavillon de Panama. Selon la stratégie de la direction générale du GMP, les activités de transbordement de cette ligne ont commencé en janvier 2021. Date de l'escale inaugurale de la compagnie. Depuis lors, le GMP a reçu plus de 15 000 véhicules, dont 9 000 véhicules rien qu'en 2022. Le transbordement représente près de 50% du trafic de véhicules déchargés par cette ligne. L'escale d'aujourd'hui est historique car c'est le énième navire déchargeant un tel nombre de véhicules. Ceci démontre la confiance que cet armateur de Panama a pour les installations de Djibouti et pour le GMP en particulier. Eh bien, le GMP a renforcé son positionnement comme plateforme portuaire, industrielle et logistique de haut niveau. Écoutez le directeur de la société Savon Reyes. D'après la satisfaction évidemment qu'ils ont eue de la part des opérateurs du port. Je crois que c'est important, c'est de montrer qu'il y a des opérations à la fois de déchargement, mais également de transbordement, c'est-à-dire une activité différente de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, mais qui peut être beaucoup plus rentable, puisqu'en fait on peut transborder dans différents points, et ce bateau le prouve. Non seulement il est neuf, mais il remonte sur le nord de l'Europe, puisqu'il va décharger des voitures reprises à Djibouti, à Anvers et la Goulette. Donc c'est une opération à la fois importante pour un nouveau navire et surtout pour un futur dans les opérations de transbordement à Djibouti. Un autre bateau arrivera dans 2 jours, c'est-à-dire dans très peu de temps, avec 1027 voitures. Donc les opérations de MOL continuent et je pense que la satisfaction à la fois de la compagnie et du port peuvent se rejoindre sur des opérations qui ne font que renforcer l'image du port de Djibouti.
Et de son côté, le directeur général du DMP, Jama Ibrahim Darar, a confirmé le bon déroulement de l'opération en précisant que le port polyvalent dispose de toutes les capacités nécessaires pour manutentionner ce géant des mers. Le DMP a mis en place, a-t-il dit, une stratégie visant le développement du transbordement avec comme objectif de se hisser en hub régional. Il a par la suite félicité toutes les équipes du port qui ont travaillé d'arrache-pied sur les préparatifs et les opérations de ce navire. Les membres du club Rotary ont inauguré aujourd'hui un terrain de football à la cité Gergal afin de permettre aux jeunes de ce quartier de s'adonner à leur sport favori dans de bonnes conditions. Équipé de projecteurs fonctionnant à l'énergie solaire et entouré d'une clôture métallique en raison de sa proximité avec une route particulièrement fréquentée, ce nouveau terrain de foot sera géré par une association de jeunes de ce même quartier, le Bonheur des Jeunes, qui en ont déjà pris possession en disputant leur premier match. Écoutez, le président du Rotary Club, il est revenu sur les axes principaux autour desquels s'articule l'action des Rotariens afin d'accompagner le progrès social des communautés. Cet événement qui concerne la remise d'un don, un terrain de football destiné à la jeunesse de cette cité. Le plaisir est d'autant plus partagé que la jeunesse est l'un des 5 axes prioritaires du Rotary Club au niveau mondial. Car le Rotary a très vite compris que la jeunesse est le garant de la postérité de toutes les nations et de tous les peuples. Je voudrais remercier tous les membres du club qui ont participé à la réalisation de ce projet, qui, pour rappel, a commencé il y a de cela 5 ans et qui a connu des évolutions diverses. À la présidence de Danila, de David, de Joël et ensuite de moi-même. Donc, à tous ces présidents, je voudrais remercier parce que ce projet a été maintenu. Et la troupe artistique d'Egan est de retour aujourd'hui à Djibouti après leur participation à la cérémonie d'investiture du nouveau président somalien, Hassan Sheikh Mahmoud. Le président de la troupe a indiqué au micro de notre journaliste Hamza Mohamed son immense plaisir de participer aux côtés du chef de l'État à cette cérémonie et que la troupe d'Egan a toujours participé à la réconciliation de ce peuple, frère et ami qu'est la Somalie. Le mouvement des jeunes, une et indivisible, en collaboration avec l'association pour la promotion sociale et sportive de la région d'Arta, a procédé vendredi à une opération de nettoyage et d'embellissement au niveau de la rentrée de la région d'Arta. Les jeunes réunis se sont donnés à cœur joie la tâche de la propriété. Cette action a permis de peindre et de ramasser les déchets de ce lieu, mais surtout de sensibiliser les jeunes à la cause environnementale et à l'importance de garder les lieux propres en adoptant des gestes éco-citoyens. À cette occasion, le président du mouvement des jeunes une et indivisible, Ahmed Mogola, a indiqué que chaque homme, jeune et femme de la région d'Arta doit à son niveau apporter dans un esprit patriotique un plus pour rendre sa région plus propre dans laquelle il vit, car la propriété n'est pas seulement l'affaire des autorités administratives de la région, mais c'est une affaire et un engagement de tous, volontairement et conjointement. Le trottoir de la route d'Arta et nous serons demain à Dlazdika. C'était 3 semaines fatigantes, mais pour la bonne cause. Pour la bonne cause et nous espérons que les autres membres de la société civile de toute la République nous emboîteront le pas et nous sommes très fiers et contents d'avoir accompli ce travail. Et sous l'égide du secrétariat d'État des sports, le complexe sportif de Tadjoura a procédé à un lancement officiel de tournois sportifs dans le cadre de la fête nationale de notre pays. Ce lancement a eu lieu en présence des autorités régionales. Plusieurs clubs se rencontreront durant cette compétition qui marque le début des tournois d'été pour les jeunes. Cela leur permettra de discuter des fondements de la nation, les valeurs cardinales telles que l'unité, la diversité et la paix,
Plusieurs activités sont donc prévues, à savoir le volleyball, le basketball, la pétanque ainsi que le handball. Et en Ukraine, les ports étant soumis à un blocus du fait de la guerre, il est impossible de faire sortir du pays les millions de tonnes de céréales stockées. La Hongrie propose son aide pour faciliter les exportations. Le casse-tête autour des exportations de céréales ukrainiennes se poursuit. Les négociations pour trouver des solutions au blocus des ports, notamment celui d'Odessa, au bord de la mer Noire, sont difficiles. Ce sont plus de 20 millions de tonnes de blé qui sont actuellement bloquées en Ukraine et pour l'heure, la situation semble figée. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Télé Djibouti.